Le pétrole reste une source d'énergie indispensable au développement économique et au transport. La semaine dernière, nous avons regardé comment s'organisait le marché du pétrole, pays producteurs, consommateurs, approvisionnement. Eh bien, cette semaine, nous allons voir comment est fixé le prix du baril, comment est régulé le marché mondial. Alors, nous avons travaillé avec un groupe d'élèves de l'ENA, la promotion Copernic 2002, qui a préparé justement un rapport sur le pétrole. Le pétrole est une ressource naturelle, placée sur un marché totalement libéralisé. Son prix est donc fixé par le strict jeu de l'offre et de la demande. La demande exprime les besoins des consommateurs. Les pays en tête sont les États-Unis, les pays d'Europe occidentale et le Japon. Et l'offre, c'est le pétrole mis sur le marché par les producteurs. Les producteurs, on trouve d'abord les pays membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, créée en 1960 à l'initiative du Venezuela. Son siège est à Vienne, en Autriche, et l'organisation comprend 11 membres. Le Koweït, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Venezuela, qui sont membres depuis l'origine, l'Algérie, la Libye, le Nigeria, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Indonésie, qui les ont rejoints plus tardivement. Ces pays de l'OPEP contrôlent quelque 40% de la production mondiale de pétrole et ils détiennent à eux seuls 75% des réserves. Donc, ils cherchent à maintenir des prix stables, si possible assez hauts, entre 22 et 28 $ le baril, afin d'assurer leur rente pétrolière. Je vous rappelle qu'un baril de pétrole, c'est 159 litres. Le moyen de cette stabilité, c'est de coordonner leur politique de production, de l'ajuster à la consommation pour augmenter les marges bénéficiaires tout en amortissant leurs investissements. Ou bien, dans le cas précis de l'Arabie saoudite, par exemple, de combler, lorsque c'est nécessaire, son déficit budgétaire. Donc l'OPEP joue un rôle central sur la scène internationale. Maintenant, il y a d'autres producteurs de pétrole. La Russie, le Mexique, la Norvège, qui ne sont pas membres de l'OPEP, et ils exportent de plus en plus de pétrole. C'est pourquoi les pays de l'OPEP, et surtout l'Arabie saoudite et le Venezuela, s'associent avec ses principaux producteurs non-OPEP pour réguler, réduire ou augmenter de plusieurs centaines de milliers de barils jour l'offre de pétrole sur le marché mondial. Donc jeu de l'offre et jeu de la demande. Mais il y a un deuxième élément régulateur du marché pétrolier, c'est la sécurité de l'approvisionnement. Chacun sait, par exemple, qu'il existe un lien spécial de sécurité entre l'Arabie saoudite, premier producteur, première réserve mondiale, et les États-Unis, premier consommateur mondial. Rapprochons-nous un instant de l'Arabie saoudite pour mieux comprendre ce lien. C'est dans le Hassa, le long du golfe Persique, que se trouve l'essentiel des gisements de pétrole saoudien. Dans les années 50, le pétrole est un moyen pour la monarchie saoudienne d'unifier ce pays, qui a 5 régions disparates, et de consolider son pouvoir face aux autres tribus. La rente pétrolière apporte des ressources financières pour le développement du pays, qui n'est qu'un grand désert, et permet à la famille saoud d'assurer la pérennité de son pouvoir en échange de la constitution d'une sorte d'État-providence. Pour l'Arabie saoudite, il s'agit de protéger cette richesse pétrolière et d'assurer sa sécurité face à ses voisins, l'Irak, l'Iran, le Yémen. Elle a contracté dès 1951 une alliance stratégique avec les États-Unis. Et en fait, pour les États-Unis, cette alliance est à la fois politique et économique. Elle est politique car l'Arabie saoudite est vue comme un facteur de stabilité. Elle est l'une des grandes puissances régionales du Golfe. Et c'est la dynastie des Saouds qui est gardienne de la Mecque et de Médine, les 2 plus grands lieux saints musulmans. Mais l'alliance est aussi économique. L'Arabie saoudite détient les premières réserves mondiales de pétrole, 25%. Elle est le principal membre de l'OPEP. Elle peut ajuster sa production à la demande plus rapidement que n'importe quel autre producteur. Et la compagnie nationale, Saudi Aramco, contrôle totalement la production et la distribution. Évidemment, tout cela ne peut qu'intéresser les États-Unis, qui sont le premier consommateur au monde et qui, je vous le rappelle, sont également un important producteur.
Il faut savoir que le coût d'exploitation du pétrole texan et d'Alaska est beaucoup plus élevé que celui du pétrole saoudien. Les États-Unis ont donc tout intérêt à maintenir un prix stable et satisfaisant. Rappelons tout de même de façon plus conjoncturelle à quel point cette alliance américano-saoudienne est critiquée depuis le 11 septembre 2001. Y a-t-il vraiment des options pour des réorientations d'alliance ? En tout cas, la proximité intéressée des États-Unis avec le régime taliban en Afghanistan en 1996 correspondait directement à des calculs énergétiques. Donc les principaux producteurs et consommateurs, OPEP, États-Unis, sont les grands régulateurs du marché du pétrole mondial. Mais depuis plusieurs années, on voit apparaître des empêcheurs de produire et de réguler en rond, à savoir ceux qui se préoccupent des questions d'environnement et puis aussi des évolutions technologiques. Alors regardons maintenant les questions de pollution au stade de l'exploration, de l'exploitation, du transport et de la consommation. L'extraction du pétrole peut menacer l'environnement. C'est le cas dans la zone arctique. C'est d'ailleurs dans cette région que s'était échoué le pétrolier Exxon Valdez. Au Nigeria, on a constaté que l'exploitation du pétrole dans le delta du Niger polluait les terres cultivées par les paysans dans ce delta. Dans le golfe du Guinée, où le démantèlement des plateformes pétrolières en offshore ne se ferait pas toujours selon les normes environnementales prescrites. Et puis les transports d'hydrocarbures font aussi peser un risque sur l'environnement. Qu'il s'agisse des oléoducs, qui peuvent polluer les sols et les nappes phréatiques par fuite, c'est-à-dire un défaut d'entretien, c'est le cas notamment en Sibérie, ou bien du transport par mer. Le pétrole représente 40% du trafic mondial des marchandises et les marées noires sont fréquentes. Amoco Cadiz, Erika, Exxon Valdez, sans parler des dégazages en pleine mer, qui sont en diminution mais qui restent constants. À côté de cette pollution, il y a la pollution par consommation. Je vous rappelle que le pétrole est responsable de 40% des émissions de gaz carbonique dans le monde. Le protocole de Kyoto vise à limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Or, le Sénat des États-Unis, qui est le premier pays émetteur de CO2, ne veut pas ratifier ce protocole. Alors, est-ce que tout cela fait pression pour réduire la consommation de pétrole? En fait, c'est peu probable. Les projections que l'on a montrent pour 2020 une relative stabilité dans l'utilisation de cette ressource énergétique. Mais il y a des évolutions technologiques. Les grandes compagnies pétrolières investissent dans les énergies renouvelables, comme Royal Dutch Shell dans l'éolien. 70% de l'énergie éolienne mondiale est produite en Europe, Allemagne, Danemark, Espagne en tête, mais elle ne couvre que 1% de la consommation d'énergie en Allemagne, contre 10% au Danemark, mais pour une population 14 fois moins importante. Cette énergie séduit aussi certains pays en développement. Une partie de l'électricité du Caire est produite grâce à des éoliennes installées au bord de la mer Rouge. On peut aussi évoquer la pile à hydrogène, les usines marémotrices ou encore la filière charbon propre. Il y aurait 230 années de réserve de charbon contre 45 ans environ pour le pétrole. On trouve aussi des biocarburants obtenus à partir de végétaux comme l'éthanol qui fait rouler 4,5 millions de véhicules au Brésil. Alors, ces biocarburants représentent un avantage dans la lutte contre la pollution, mais leur coût de production est supérieur à celui de l'essence. Donc la détaxe est nécessaire, ce qui implique une perte budgétaire pour les États utilisateurs. Voilà, j'ai voulu redonner toute son importance politique, environnementale, technologique au pétrole, surtout dans une émission de géopolitique, car tout est lié. Mais peut-être faut-il s'orienter vers une modification de nos mentalités, c'est-à-dire les évolutions de nos modes de vie, de nos habitudes, car l'inconnu majeur reste la baisse de la demande.